Bonjour et bienvenue dans la cinquième partie de notre présentation sur les réseaux WLAN, Wireless Local Area Network. Donc la partie 5, je vais la dédier sur l'explication, c'est une partie très importante. Je vais la dédier sur l'explication de la liaison de données 802.11. Donc la partie 5 va traiter deux axes. Premièrement, on va présenter la trame 802.11. Je pars couche liaison de données. Puis, je vais parler du modèle de communication dans les réseaux sans fil, réseau Wi-Fi spécialement. Donc l'objectif c'est de comprendre bien et maîtriser la trame 802.11, puis de comprendre quel est le modèle de communication via modèle OSI, modèle TCP/IP aussi, d'un module Wi-Fi. Donc pour cerner notre sujet de cette partie-là, donc je vais revenir à mon modèle principal d'un module Wi-Fi. Donc on a vu la couche 1 qui est scindée en deux sous-couches. La sous-couche PMD qui traite la modulation, les techniques de modulation, codage, synchronisation. La couche PLCP qui est une couche d'adaptation qui adapte les informations qui viennent de la couche liaison de données pour les adapter au médium ou à la technique de modulation et codage utilisée pour envoyer des ondes radio. Voilà. Maintenant, on va aller à la couche 2. Et on a dit que la couche 2 aussi, elle est scindée en deux sous-couches. La première couche qui est en bas, qui est tout à fait à côté de la couche PLCP, c'est la couche MAC. La couche qui est en haut, c'est la couche Logical Link Control. Ils sont 2.2. Donc la couche MAC gère l'accès au médium de transmission, utilisant la méthode CSMACA, et la couche sous-couche en haut, la couche liaison de données, gère l'authentification, la fragmentation, le roaming, gestion d'énergie, mais si on désire voir la trame couche liaison de données, on va parler de la trame MAC. Cette trame MAC représente les fonctionnalités de la couche LLC et de la couche MAC. Donc on aura une seule trame MAC qui gère toutes ces fonctionnalités. D'accord? Donc, je reviens ici, l'ensemble des fonctionnalités et des standards sont là, dans la partie MAC. Vous pouvez revenir sur chaque norme spécialement pour voir quelle est la spécificité de la couche MAC pour chaque standard. Donc, je vous laisse ici des informations. Donc, et on va aller au fond de notre sujet. Donc, comme j'ai dit, notre sujet sera la couche MAC. Donc, sera la couche liaison de données. Par abus de langage, on appelle la couche MAC, mais elle est scindée en deux. MAC et LLC, Logical Link Control. On va commencer donc par présenter la trame 802.11. Donc, toutes les trames de la couche 2, couche liaison de données, sont composées d'une en-tête, d'un emplacement pour les données utiles et d'un champ de contrôle d'erreur. D'accord? Donc, le frame body, bien sûr, va contenir les informations issues de la couche 3. Ça veut dire les paquets. L'en-tête peut changer en fonction du type de la trame. Parce qu'on n'a pas qu'un seul type de trame. On a déjà parlé, on a dit que dans la couche liaison de données, on a plusieurs fonctionnalités. On a des fonctionnalités de contrôle d'accès, des fonctionnalités de gestion pour gérer le handover,
pour la gestion de l'association, l'authentification. Donc on a plusieurs fonctionnalités pour le transport de données. Et donc on a réellement trois types de trames. Donc il existe trois types de trames. Les trames de données donc, vont servir à transporter les données utiles, par exemple les données d'une page web, ainsi de suite. Les trames de contrôle, utilisées pour l'accès au support de transmission. Et là, je vous rappelle, l'accès au support de transmission, ça veut dire le contrôle, la méthode CSMACA. Et on a parlé de les trames, les RTS, Request to Send, CTS, Clear to Send, et l'acquittement ACK. Donc, si vous avez oublié cette partie, je vous invite à retourner vers la partie 3.2 pour voir le concept de ces trames de contrôle qui gèrent la CSM-ACR. Donc, généralement, les trames de contrôle sont faites pour gérer l'accès à l'interface radio par les utilisateurs. L'accès multiple, CSM-ACR. Voilà les trames de gestion. Les trames de gestion sont utilisées pour l'association à un point d'accès ou pour la synchronisation, l'authentification, le roaming. Donc, la trame, la présentation générale de la trame, elle est là. Donc, on va expliquer les informations de l'entête. Donc l'entête, il est de taille 6 x 4, 6 x 5. Donc 6 octets x 5, maximum, plus un FCS à la fin pour le contrôle d'erreur. Voilà, donc l'entête de façon générale est constituée, commencer par ce qu'on appelle un frame control, ou ce qu'on appelle le contrôle de la trame sur 2 octets. Il identifie le type de la trame, son fil concerné et contient des sous-champs pour la version. Par exemple, la version, il contient des informations sur la version du protocole, par exemple 802.11a, B, ainsi de suite. Le type de la trame, et là, c'est là, on a dit que les trames sont 3 types. Donc, c'est dans le frame control qu'on a l'indication sur le sous-type de la trame. Aussi, le type, la gestion des informations sur la gestion d'alimentation, la durée d'occupation du support. Donc, on va le voir en détail. Par la suite, ne vous en faites pas. Le champ durée ou ID. Le champ durée ou ID, généralement utilisé pour indiquer le délai nécessaire avant la réception de la transmission de la trame suivante. Ça veut dire le délai nécessaire avant la réception de la trame suivante, la seconde trame. Ici, les champs d'adresse seront utilisés pour l'adresse récepteur, l'adresse de l'envoyeur. Adresse filtrée et l'adresse 4 optionnelle, on va les voir étape par étape. Donc, ça dépend des cas d'utilisation. Est-ce qu'on a un mode infrastructure, un mode WTS, dans le cas ici de WTS. Le numéro de séquence, ou ce qu'on appelle séquence CTL, il sera utilisé, contient les informations, numéro de séquence et le numéro du fragment lorsqu'on va utiliser, lorsqu'on a un grand paquet. Donc on doit le fragmenter en petits paquets, donc on doit avoir le numéro de séquence de l'information envoyée et le numéro des fragments. Ici, le frame body, ça veut dire l'information des paquets contenus dans la trame MAC. Ne doit pas dépasser la taille de 2312 octets. Et ici, c'est le frame, la séquence de contrôle d'erreur sur 4 octets pour contrôler l'erreur sur la trame. Donc, si la trame est erronée, on va redemander la transmission de la trame. Voilà. Donc, ça, c'est les 3 types de la trame. Et on va commencer maintenant par expliquer en détail le frame control. Le frame control, c'est les premiers 2 octets de la trame MAC. Donc, on va expliquer le frame control, ou le champ contrôle de trame. Le champ contrôle de trame, c'est le
les premiers 2 octets de la trame MAC. Donc c'est les premiers 2 octets. Donc c'est un champ très important. Donc il est constitué, vous allez voir, de plusieurs parties. Les 2 premiers bits, ça sont les bits, parce que 2 octets c'est 16 bits. Donc 2 bits protocole, 2 bits type, 2 bits sous-type, 1 bit to TS, 1 bit from TS, 1 bit more fragment, ça veut dire il y a d'autres fragments, un bit de retray, bit power management, bit de more data, un bit protect frame, un bit order. D'accord, donc 16 bits au total. D'accord. Donc commençons par le premier champ qui est bien sûr du champ. Le champ contrôle se divise en plusieurs champs. Les premiers 2 bits, c'est protocole. Donc indique la version du protocole 802.11 actuellement utilisée. Donc les périphériques de réception utilisent cette valeur pour déterminer si la version du protocole de la trame reçue est prise en charge. Un équipement qui est compatible, par exemple 802.11b, n'est pas compatible G. Donc là, dans la partie protocole, on doit savoir lier les deux. Voilà. La deuxième partie sur 2 bits, c'est le type de contrôle. Type et le sous-type. Donc c'est sur 6 bits. Détermine la fonction de la trame, son travail. On l'a déjà dit, les trames sont quoi? Ou bien sont des trames de gestion, ou bien sont des trames de contrôle, ou bien sont des trames de données. Et donc là, dans le champ de contrôle, donc les 2 premiers bits vont indiquer le type de la trame. Est-ce que c'est une trame de contrôle, ou bien c'est une trame de données, ou bien c'est une trame de gestion. Voilà. Le sous-type va indiquer quel sous-type du type de la trame. Par exemple, si j'ai une trame de contrôle, on sait que la trame de contrôle, il y a le request to send, clear to send et l'acquittement. Donc, si j'ai besoin de la trame, par exemple, de contrôle, va commencer par 1, hexadécimal. Donc, le 1 va indiquer que c'est une trame de contrôle. Et le sous-type, par exemple, RTS ou CTS ou acquittement dans la deuxième partie. Donc voilà quel est le sous-type de la trame. Voilà. Donc on a expliqué protocole, contrôle, sous-type de la trame. Donc on a expliqué protocole, type contrôle et sous-type. Maintenant, to DS from DS. To DS, ça veut dire j'envoie un système de distribution, un point d'accès. From DS, ça veut dire je reçois d'un point d'accès, un système de distribution. Donc, ces 2 champs-là indiquent si la trame provient du système de distribution ou on repart. Ce champ est utilisé uniquement dans les trames de données du client sans fil associé à un point d'accès. Ça veut dire lorsqu'on a un client associé à un point d'accès, on a l'utilisation des champs to DS from DS. Souvenez-vous, et dans le cas des trames de type données. Souvenez-vous bien de ça. Lorsqu'on va revoir les trames de données, on va voir ces 2 champs-là et bien la signification de chaque utilisation. More fragments, ça veut dire plus de fragments, indique si d'autres fragments sont attendus pour la trame, que ce soit de type données ou de gestion. Donc le cas de type données ou gestion, si le paquet, normalement venant de la couche 3, il est trop grand, on est obligé de le décomposer. La trame elle est très grande, on va la décomposer en fragments. Donc,
s'il est à 1, ça indique au récepteur qu'il y a d'autres fragments à attendre afin d'assembler la trame. Donc, retry indique si la trame de type, dans le cas de trame de type donnée ou de gestion, dans les cas de trame de données de gestion, doit ou non être retransférée. Ça veut dire, s'il est à 1, alors si la trame est de données de gestion, bien sûr, il n'est utilisé que dans ces deux cas, alors s'il y a une erreur de réception de cette trame-là, est-ce que le système doit demander sa retransmission ou c'est pas grave, il peut la négliger? C'est ça la signification. Power management ou gestion d'alimentation indique si le périphérique d'envoi est en mode actif ou en mode économie d'énergie. Ça veut dire là, il indique ce bit si je suis en mode actif, ça veut dire je peux envoyer et recevoir d'informations, ou si je suis en mode économie d'énergie. Le champ more data, ou ce qu'on appelle données supplémentaires, indique un périphérique en mode économie d'énergie, c'est le périphérique en mode économie d'énergie, que le point d'accès a d'autres trames à envoyer, parce que le périphérique en mode économie d'énergie, qu'est-ce qu'il fait? Il a une certaine période, il entre en veille. Alors là, s'il reçoit ça, normalement avec 1, more data, ça veut dire qu'il y a d'autres données qui sont enregistrées dans le point d'accès qui doivent être transmises à l'équipement mode économie d'énergie. Comme ça, lorsqu'il va revenir au mode normal, il va redemander, ce qu'il va devenir actif, il va demander la retransmission de ces données-là, qui sont enregistrées dans le point d'accès. Protected frame, ça veut dire trame protégée, indique si la trame il est sécurisé, crypté ou non, tout simplement. Donc ça, ce n'est utilisé que dans le cas des trames de données de gestion. Attention, les trames de contrôle ne sont jamais cryptées. Order, c'est un bit qui indique que tous les trames de données reçues par le récepteur doivent être traitées dans l'ordre. S'il est à 1, ça veut dire qu'on doit respecter l'ordre et les trames doivent être traitées dans l'ordre. Ne pas traiter chaque trame à part, puis rassembler le tout dans l'ordre et prenez trame par trame dans l'ordre. Voilà cette première. Donc maintenant, on a terminé l'explication du frame control, deux premiers octets. Bien sûr, on va revenir, il y a quelques champs to TS, from TS à expliquer, mais on va revenir, on va parler des trames de type data. D'accord, trames de type données. Maintenant, on va aller discuter ce qu'on appelle le frame duration ID. Frame duration ou ID. C'est deux octets. Il est en deux octets. Donc ça, je rappelle encore, ça c'est l'entête de la trame MAC pour le système Wi-Fi. Voilà. Et c'est ça, c'est les informations utiles encapsulées dans la trame MAC. Et ça, c'est le contrôle d'erreur. Discutons maintenant le champ Duration ID. Le champ Duration ID sur deux octets, noté du bit 0 jusqu'à bit le plus significatif 15. Alors, la signification de ce champ-là, ce champ-là a deux significations. Qui va déterminer la signification, c'est le bit 15 du champ Duration ou ID. C'est le bit 15. On va voir le bit 15. Eh ben, s'il est à 0, alors ce champ-là exprime le nav. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi le nav indique le nombre de microsecondes estimé à utiliser le support de transmission radio pour transmettre les données. Bien sûr, le nav sera toujours présent en trame de données ou de gestion ou de trame de contrôle. Pourquoi il est là? Il est là pour estimer la durée d'utilisation du support. Il est toujours updaté ou toujours mis à jour. Pourquoi? Parce que l'ensemble des autres modules radio qui écoutent le canal peuvent lire ce champ-là, parce que l'entête de la trame n'est pas cryptée, peuvent lire ce champ-là, et donc peuvent déduire que le support n'est pas encore libre, et donc doivent retarder leur transmission. Voilà. Donc,
Si vous avez oublié l'utilisation du champ nav, je vous invite à revenir sur la partie 3.2 pour bien comprendre l'utilisation du nav. Voilà, c'est la première signification. Et ben, si le bit, pardon, si le bit 15 du champ duration ou ID, elle est à 1, ça indique le mode économie d'énergie. Et donc ce champ-là va contenir ce qu'on appelle le AID, ou ce qu'on appelle le Association Identity. C'est quoi le Association Identity? Association Identity, c'est dans le cas des modules Wi-Fi en mode économie d'énergie. Le module Wi-Fi, il est en veille. Ça veut dire qu'il n'est pas en écoute. Alors lorsqu'il s'active, il devient actif. Alors il doit envoyer, contacter le point d'accès pour lui indiquer qu'il est devenu actif et qu'il demande les informations enregistrées dans le point d'accès lorsqu'il était en veille. Alors il va envoyer ici son Association Identity pour indiquer quelles sont les données, pour indiquer au point d'accès qu'il est prêt à recevoir, et le point d'accès va chercher quelles sont les données déjà enregistrées dans le point d'accès au nom de l'ID envoyé. Il va transmettre ces données-là à l'utilisateur qui était en veille. Donc voilà, je résume. Donc champ, c'est pour ça qu'on dit duration ou ID, ou bien ça signifie le nav, ou bien ça signifie association identité. Donc ça dépend du bit 15. Est-ce qu'il est à 0, c'est le nav, est-ce qu'il est à 1, c'est le AID. Donc maintenant, on va venir à l'explication des champs d'adresse. Donc, on a ici 4 champs d'adresse de 6 octets. Alors, ça c'est pour la trame, bien sûr, Wi-Fi. 802.11. Si on compare ça avec la trame Ethernet, on n'a que 2 champs d'adresse. Adresse du récepteur et d'adresse de l'émetteur. Tandis que pour la trame Wi-Fi, on a la présence de 4 champs d'adresse. Alors pourquoi? On va donc expliquer pourquoi l'utilisation de 4 champs d'adresse au lieu de 2. On va aussi utiliser, dans le cas de trame Wi-Fi, on va utiliser dans le champ de contrôle, on a parlé de to DS vers un système de distribution et from DS, d'un système de distribution. Donc on va utiliser ces 2 bits utilisés dans le champ de contrôle et les champs d'adresse pour comprendre l'utilisation, le cas d'utilisation de 2 champs d'adresse, 3 ou 4 champs d'adresse. On va commencer, pour comprendre, on va commencer par l'exemple 1. Lorsque SA étant la source, c'est lui l'émetteur, veut envoyer de l'information au récepteur, DA récepteur. Le récepteur de l'information ou la destination de l'information. Destination de l'information, récepteur de l'information. Ça, c'est la source de l'information, le transmetteur de l'information, qui transmet l'information dans l'interface R. Ça veut dire l'interface R, ça veut dire en utilisant les ondes Wi-Fi, donc la trame Wi-Fi, 802.11. Donc ça, c'est dans le cas où on n'a pas un système de distribution, on n'a pas de point d'accès. Donc c'est Independent Basic Service Set. Donc là, lorsque la source veut transmettre à la destination son point d'accès, on n'a pas to DS, donc il n'y a pas de système de distribution, donc ça c'est 0. From DS, pas à l'origine du système de distribution, donc ça c'est 0. Donc mode infrastructure, sans infrastructure, pardon, Independent Basic Service Set, on a 0 dans to DS et 0 from DS, parce qu'on n'utilise pas un point d'accès intermédiaire. Donc la destination sera l'adresse MAC de la destination, tout court, et la source, ça sera la source du message Wi-Fi. L'adresse 3 sera utilisée pour indiquer le nom du Basic Service Set identifier. Donc c'est l'identifiant du Basic Service Set, qui peut être l'adresse MAC tout court de SATER. D'accord?
Le champ 4 n'est plus utilisé dans ce cas. Voyons maintenant le deuxième cas. Le deuxième cas, lorsque, avec un mode, c'est le mode avec infrastructure, nous avons un point d'accès qui sert de moyen, mais nous avons un STA, un émetteur, qui désire envoyer à DA. La destination, c'est DA. Alors là, le SA, qui est la source, va envoyer sa trame MAC 802.11 vers le point d'accès. Alors, c'est quoi cette trame? La trame sera, tout DS sera à 1, parce que l'ordinateur, il sait qu'il adresse sa requête vers un système de distribution, tout un TS. Lui, ce n'est pas un système de distribution, donc ici on aura 0. L'origine n'est pas un système de distribution, mais c'est un module radio d'un ordinateur, donc 0. L'adresse 1, ça sera l'adresse du système de distribution. La source, l'adresse 2, c'est l'adresse de la source, c'est l'ordinateur. L'adresse 3, c'est l'adresse de la cible qu'on veut atteindre, c'est DA, destination. Destination. Et le champ 4 sera un champ qui est réservé, il ne sera pas utilisé. D'accord? Donc voilà. On va voir maintenant le troisième cas. Le troisième cas, lorsque on a la source qui désire joindre la destination, mais bien sûr, regardez, si ici c'est une liaison Ethernet. Donc ici c'est une trame Ethernet. Nous, ce qu'on affiche ici, c'est une trame MAC. Ça veut dire lorsque le système de distribution envoie la trame 802.11 vers le récepteur. Donc, ici, SA envoie une trame MAC. Le point d'accès prend cette trame MAC et la décode, trame pardon, Ethernet, et la décode en une trame Wi-Fi 802.11. Donc, pour envoyer cette information, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, lui, il sait qu'il n'envoie pas sa requête vers un système de distribution. Ça veut dire qu'il va faire 0. Lui, c'est un système de distribution, donc la requête vient d'un système de distribution, from DS, donc c'est 1. Donc ici, c'est l'adresse de destination. Voilà, c'est que l'adresse de destination, DA vers DA. Ici, c'est l'adresse de celui qui envoie l'information et maintenant celui qui envoie l'information dans l'interface RC, le point d'accès, c'est la distribution. Donc il va écrire son BSSID, transmetteur. Et le troisième champ, c'est la source de l'information, mais la source de l'information vient de SA. La partie 4 sera réservée. Donc il ne sera pas utilisé, donc il est libre. Pas utilisé dans ce cas. Donc le quatrième cas, où on utilise l'adresse 4, c'est le cas d'une liaison WDS. Donc, dans le cas d'utilisation WDS, on va imaginer le cas où la source envoie une information vers DA. Mais entre la source et la destination, on a deux points d'accès qui sont liés par une liaison WDS. Ce qu'on appelle Wireless Distributed System. C'est un lien Wi-Fi entre TA et R. Donc lorsque SA va envoyer le message radio 802.11, tram 802.11 au TA, bien sûr, il ne va pas envoyer cette version-là, il va envoyer cette version-là. Il va envoyer cette version-là. Ce qu'on a vu ici. Donc ça. Mais maintenant, la trame qu'on voit ici, c'est la trame WDS. C'est entre TA et RA. Alors ici, TA, c'est pour rejoindre la destination qui doit aller vers RA. Et RA va rediriger l'information, trame Ethernet, vers TA. Donc ici, la trame ici, 802.11,
WDS, il est comment? Donc TA va adresser la trame à RA. Donc premièrement, TA c'est un système de distribution. Donc from DS, le message vient d'un système de distribution. Le message, on sait qu'il est à la direction d'un système de distribution. Donc to DS, il est à 1. Ici l'adresse de destination. L'adresse de destination, c'est le point d'accès, le BSID RA. L'adresse source, c'est l'adresse du transmetteur qui est le point d'accès. Mais là, qu'est-ce qu'on va indiquer? C'est que la destination, c'est DA, dans l'adresse 3, la destination, c'est DA, et que la source réelle du message, c'est SA. Donc, c'est comme ça qu'on fait des trains pour les, bien sûr, dans les liaisons WDS entre deux systèmes de distribution. Voilà. Donc, maintenant, on a expliqué l'utilité des champs, des 4 champs d'adresse, de l'identifiant, duration et de la trame de contrôle. On va maintenant parler des 2 octets de la trame de l'entête qui contient le numéro de séquence. Donc le numéro de séquence, comme on a parlé, c'est pour indiquer quoi? C'est dans le cas de la fragmentation. Donc, si on n'a pas de fragmentation, donc on aura un seul fragment et on aura le numéro de séquence de la trame. Vous voyez. Maintenant, si on a plusieurs informations, donc un paquet qui est très grand, et on veut le fragmenter en plusieurs petits paquets pour les encapsuler dans des trames. On a dépassé la capacité de la trame. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va fragmenter les informations qui viennent de la couche 3. Donc, on va, pour la même information, on va faire le même numéro de séquence pour comprendre que l'ensemble de ces informations vient du même source. C'est le numéro de séquence. Vient de même source couche 3. Et là, le numéro de fragment va numéroter le nombre de fragments qu'on a fragmenté l'information, avec laquelle on a fragmenté l'information. 4 fragments, 5 fragments, 6 fragments, ça dépend de la taille des informations qui viennent de la couche 3. Maintenant, pour compléter l'explication de toute la trame MAC 802.11, donc on a le frame body. Le frame body, comme on a dit, c'est la charge utile qui vient de la couche 3, tout simplement, ou bien l'espace de 2312 octets maximum, ça convient. Là, on va directement poser le paquet ici. Ou bien le paquet est plus grand que ça. Et on va donc faire la procédure de la fragmentation. Donc on va insérer les fragments. Attention, il faut bien sûr suivre avec le même numéro de séquence et numéroter les fragments. Voilà. La dernière partie, donc, c'est le FCS, qu'on appelle Frame Check Sequence, c'est la fonction de détection d'erreurs sur toute la trame. Donc, il sert à détecter les erreurs sur la trame. Si la trame est erronée, donc il sera détecté comme étant erroné. Donc, sinon, la trame est en bon état. Donc, et les informations sont dirigées vers la couche 3, tout simplement. Donc, le contrôle d'erreur, c'est équivalent, 4 octets, équivalent à ce qu'on fait dans Ethernet. Voilà, maintenant, on va revenir vers le frame control. Vous vous souvenez du frame control, le premier en tête qui est très important pour indiquer les informations sur la trame utilisée. Donc le frame control, on a dit, c'est lui qui indique dans la partie type sous type de trame, le type de trame utilisé. Donc trame de contrôle, on a dit à la fin qu'on a trame de gestion, trame de contrôle ou trame au data frame. Donc, le format de la trame générale est comme ça. Mais attention, le format de la trame change en fonction du type de la trame. Si on a une trame data, eh bien, la trame data va garder cette format-là. Si on est, voilà, la format de la trame data, donc la trame data va garder l'ensemble des champs. Ben, si on est dans la présence d'une trame de contrôle, et bien la trame de contrôle n'a pas besoin de tous ces champs-là. Donc la trame de contrôle va un tout petit peu rétrécir les champs qu'on a. Donc on va
Ça dépend des types de trames de contrôle, comme on a dit. Donc les trames de contrôle sont utilisées pour gérer les échanges d'informations entre un client sans fil et un point d'accès. Il aide à éviter les collisions. Il applique la CMA-CA. Donc on va trouver une trame request to send, trame pour demander l'autorisation d'émettre, trame clear to send pour donner l'autorisation à émettre et pour acquitter les trames reçues. Donc je vous laisse lire l'information qui est ici pour compléter vos connaissances. Voilà, on va voir le premier type de trame, parce que l'entête, comme j'ai dit, de trame de contrôle a changé par rapport à une trame ordinaire de données. Donc le premier type de trame, c'est request to send, c'est demander l'autorisation à occuper le canal. Donc on va pas toucher au frame control, on va pas toucher au champ duration qui contiendra le nav. On va avoir juste le receiver adresse, l'adresse du récepteur et l'adresse de l'émetteur et le champ de contrôle. Donc il n'y a pas de données, il n'y a rien, il y a un champ de contrôle et l'entête sera rétrécie sous cette forme-là. C'est ça la forme d'un request to send. La trame clear to send, c'est l'autorisation à émettre. Donc dans la trame clear to send sera encore plus petite. On va enlever l'adresse du transmetteur, tout simplement. Donc on aura le frame control, la duration, l'adresse du récepteur de l'information sur lequel on donne l'autorisation à émettre. Clear to send, on lui donne l'information que clear to send, on vous autorise, et le FCS. Maintenant, dans le troisième type de trame, c'est la trame d'acquittement, trame de contrôle type acquittement. Donc la trame de contrôle type acquittement, comme vous pouvez voir, c'est le frame control pour indiquer le type standard de la trame, duration pour indiquer le nav, l'adresse du récepteur sur lequel on acquitte et le FCS. Alors, si vous avez bien suivi, vous allez me dire, voilà, mais comment on doit savoir quel est le numéro de séquence et le numéro de fragment qu'on acquitte? Je vais vous dire, on n'a pas ici ni numéro de séquence, ni numéro de trame, ni numéro de fragment, pardon. Alors, pourquoi on n'a pas ça? Parce que l'acquittement, normalement dans le standard 802.11, doit être pour chaque trame transmis, on doit envoyer un acquittement. Ce type d'acquittement, regardez, il n'est pas crypté. Je vais aussi avoir l'ensemble des trames de contrôle ne sont pas cryptées. Et là, ça pose un grave problème de sécurité. Il y a plusieurs failles qui peuvent être de sécurité qu'on peut utiliser sur ce système-là. Donc, le dernier type de trame de contrôle, c'est le trame PS Pool. Donc, cette trame-là, utilisée lorsqu'on a un module Wi-Fi en mode économie d'énergie. C'est quoi le mode économie d'énergie? Donc, le module Wi-Fi, lorsqu'il est en mode économie d'énergie, il va informer le point d'accès qu'il est en économie d'énergie, il va éteindre son interface Wi-Fi. Lorsqu'il éteint son interface Wi-Fi en mode économie d'énergie, l'ensemble des informations qui arrivent à ce module Wi-Fi seront stockées et emmagasinées dans un buffer sur le point d'accès. Donc je pense que jusqu'à maintenant c'est clair. Alors, lorsque le module Wi-Fi sort, ou le client sort du mode économie d'énergie, il devient actif, alors il va envoyer cette trame-là, frame PS Pool, au point d'accès, système de distribution, en informant de son identifiant, en donnant son adresse marque de transmission, au point d'accès. Lorsque le point d'accès reçoit ces informations-là, il sait maintenant que le client est sorti, le module Wi-Fi client est sorti du mode économie d'énergie, donc il va commencer à transmettre les trames qui ont été déjà enregistrées dans le buffer, dans son historique, dans le buffer, et à destination de ce module. D'accord?
Donc maintenant, on a terminé avec les trames de contrôle. On avait donc les trames de data, puis les trames de contrôle. Maintenant, on va voir les trames de gestion. Et vous allez voir que les trames de gestion, c'est tout à fait compatible avec les trames standards. Juste qu'on n'a pas la trame data. Ils sont compatibles avec la trame data. Ils contiennent l'ensemble de l'entête. Juste le champ adresse 4 n'existe pas. Maintenant, dans les trames de gestion, il n'y a pas d'adresse 4. Donc, voilà. Et on va garder l'ensemble des informations. Voilà, dont les trames de gestion sont utilisées pour la recherche, le mode d'authentification et l'association. Pour la recherche des réseaux actifs, par exemple, la trame balise, c'est une trame de gestion. Ou le de management. D'accord? Management fail. Donc, les trames de gestion, donc ils ont cette forme-là, ils n'ont que le champ adresse 4 qui n'existe pas pour les WDS. Maintenant, les trames de gestion sont utilisées exclusivement pour la recherche, comme j'ai dit, la trame balise, la recherche active, l'authentification, l'association avec un point d'accès. Donc la figure précédente indique les valeurs des champs de gestion les plus courants utilisés. Ça veut dire ces valeurs-là, donc ces valeurs-là sont contenues où? Ils sont contenus dans le frame control. Si on prend le frame control, on prend le type trame management de gestion, on va voir le sous-type, on va voir les différents sous-types. Trame balise, trame de désassociation, trame d'authentification, demande d'enquête, ça veut dire la recherche active de réseau Wi-Fi, demande d'association, ainsi de suite. Donc, ici, j'ai expliqué l'ensemble des trames. Par exemple, la demande d'association. La trame de réponse d'association, je vais vous laisser dire ça. La trame de demande de désassociation. La trame de réponse à une des associations. Parce que je veux me libérer d'un point d'accès. La trame de demande d'enquête. Lorsque je veux chercher les clients actifs, ça j'ai déjà expliqué dans les parties précédentes. La trame de réponse à l'enquête. La trame balise, donc pour diffuser les informations d'un système de distribution. La trame de désassociation pour se dissocier d'un système de distribution ou d'une liaison. Trame d'authentification pour assurer la phase d'authentification. Et la trame de désauthentification pour se désauthentifier ou sortir. D'accord? Donc ici, il y a quelques questions. Donc, les types de trames. À partir d'un système de distribution, indique à un client, par exemple, de point d'accès, un TS, indique un point d'accès associé que le donné provient d'un système de distribution TS. Par exemple, version du protocole, qu'est-ce qu'il indique? La sécurité indique le chiffrement. Le type de trame, c'est juste pour un petit rappel. Identification de la trame, la gestion d'alimentation, mode actif ou mode économie d'énergie. Voilà, ça, j'ai juste des questions de la CCNA pour expliquer la signification de chaque type dans l'entête de la trame. 802.11. Voilà. Alors, quelles sont les améliorations donc ici, le standard 802.11 A, 802.11 tout court A, B et standard, il utilise la procédure, la couche MAC, la même couche MAC, la même procédure couche MAC, ce que je viens d'expliquer. Maintenant, le 802.11n, et par la suite, les autres noms qui suivent, tels que le AC par exemple, utilisent des améliorations, des petites améliorations sur la couche MAC pour améliorer le fonctionnement, alors, assurer plus de fluidité, de transmission et plus d'efficacité. Voilà, ces avancées-là, on va voir la 802.11 MAC Layer Protocol. Il consomme le 802.11 standard qu'on utilise, sauf le N ainsi l'improvement, cause une perte de bande passante. Pourquoi une perte de bande passante? Je vous rappelle bien que lorsque j'ai dit l'acquittement, que chaque trame qu'on envoie dans l'interface radio doit être acquitté. Donc c'est acquittement trame par trame consomme beaucoup de bandes passantes. Alors, pour éviter ça, pour
pour améliorer cette problématique-là. La 802.11n et les normes qui viennent après ont amélioré la couche Mac. Ils ont ajouté plusieurs améliorations, à savoir le frame aggregation, l'agrégation des frames, et le block acknowledgement, ça veut dire un acquittement par bloc. On va voir c'est quoi le concept du frame aggregation. Alors le frame aggregation, on a deux types. C'est aggregation of Mac service data unit et l'aggregation of Mac data unit, of Mac protocol data unit. Alors quels sont ces deux types-là? Le premier type, c'est aggregation of Mac service data unit. Supposons qu'on a plusieurs paquets. Ces paquets-là, ils ont la même destination et la même application. Ils sont destinés vers le même hôte, même application. Alors, s'ils sont des paquets de petite taille, pourquoi ne pas les, sachant que le maximum, la taille maximale d'un MSDU, maximum Service Data Unit, Mac Service Data Unit, qui peut être procédé est de 7935 octets. Donc pourquoi ne pas agréger plusieurs paquets venant de la couche 3, les rassembler et les envoyer à partir de la couche Mac. Donc c'est ça l'idée de AMSDU. Le AMPDU, ce qu'on appelle Aggregation of Mac Protocol Data Unit, c'est une autre méthode. Lorsqu'on a des paquets qui ont la même destination, mais diverses applications. Des paquets Voice over API, d'autres paquets data, diverses applications. Même si c'est la même destination. Donc, chaque paquet doit être traité à part. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle l'Aggregation of Mac Protocol Data Unit. On va agréger, on va faire un en-tête Mac, paquet 1, en-tête Mac réservé au paquet 2, en-tête Mac réservé au paquet 3. Et envoyer le tout à la fois. Voilà, c'est ça le principe. Deuxième principe, c'est le principe du block acknowledgement. Au lieu d'acquitter trame par trame, pourquoi ne pas acquitter l'ensemble des trames? Ça va être plus efficace. Donc lorsque, par exemple, l'access point envoie plusieurs paquets avec le même header, ici on parle de quoi? On parle du AMSDU, Aggregation of Mac Service Data Unit. Alors, au lieu que le client acquitte paquet par paquet, il va envoyer un seul acquittement de 3 paquets à la fois. Et donc, on sera plus efficace dans la gestion de l'interface radio. Donc, j'espère que vous avez bien profité de cette première partie qui traite vraiment l'ensemble des divers types de la trame 802.11, ses diversités, à savoir le type de contrôle, de gestion et de data. Je vous ai laissé quelques indications côté crypté, pas crypté, question de sécurité. Par la suite, je vais réserver la partie 6 à traiter quelles sont les failles de sécurité de façon théorique. Bien sûr, vous aurez quelques surprises. Je vais vous laisser quelques parties. On va traiter les failles de sécurité pratiquement. Donc, j'espère que cela va vous motiver. Donc, parlons maintenant de la deuxième partie, ou le modèle TCP/IP, ou le modèle en couche pour le réseau Wi-Fi. Donc, ici, l'information, comme on a dit, dans un modèle Wi-Fi, on parle de couche physique et couche liaison de données. Donc, comment on va faire les associations? Par exemple, dans le cas où on a une communication entre deux stations en mode ad hoc, par exemple, un Independent Basic Service Set, alors, comment va se faire la communication? Supposons une communication d'envoi de fichiers ou de données. Donc, entre station 1 et station 2. Donc, on a des informations qui vont de la couche application vers la couche transport, vers la couche IP, couche réseau, standard, puis vers le 802.11, automatiquement vers la couche MAC avec Independent
basic service 7 vers la couche radio, ainsi de suite jusqu'à remonter. Donc ça c'est dans le cas du independent basic service 7. Eh ben, dans le cas d'un mode, ici, bien sûr, juste pour vous expliquer le mode Independent Basic Service 7, on voit ici les différents liens. Ici, lien radio, lien Wi-Fi couche MAC, IP pour le routage, adresse des ports pour TCP, bien sûr, le dialogue applicatif soit HTTP ou envoi de dossier. Juste pour vous expliquer les différentes notions. Ici, par exemple, on parle de fréquence modulation, ici on parle de SSID, cryptage, adresse MAC, ici on parle d'adresse IP, de sous-réseau, IP source IP destination, mais ici on parle de port, ici on parle de... Non. Pas de changement, côté ici, si on parle de norme Ethernet, pas de changement entre Ethernet et la 802.11. Il n'y a pas de changement, le changement c'est la couche 2, la couche 2, la couche 1, couche physique, couche liaison de données. Maintenant dans le mode avec infrastructure, donc on a un point d'accès, qui fait l'intermédiaire, comme j'ai dit, entre station 1 et station 2. Ah ben, comment le point d'accès traite l'information? Eh bien, sachez que le point d'accès ne va pas dépasser la couche liaison de données. D'accord? Donc l'information ici sera encapsulée IP. Pour lui, le point d'accès ne connaît pas ce qui est réseau. Il ne connaît que la couche, que les adresses MAC, que le BSID. Donc il va traiter juste l'information au niveau liaison de données. Il va renvoyer l'information sur l'interface Wi-Fi aux stations 2, puis c'est la station 2, son recette de désencapsuler l'information. Et bien dans le cas où on a des points d'accès à double d'interface, avec une interface radio, puis avec une interface filaire, ça veut dire ici c'est la norme 802.11, ici c'est la norme Ethernet. Alors, comment se fait l'application? L'application station 1 va contacter via interface Wi-Fi, 802.11, 802.11, mais c'est le rôle du point d'accès de traduire la trame MAC, il va remonter à la couche réseau, puis encapsuler une trame 802 Ethernet pour envoyer dans le cas câble filaire, couche liaison de données, LLC, pour envoyer dans la couche Ethernet vers le routeur de destination. Donc c'est ça. Donc on a terminé l'explication sur la partie 5. On a expliqué la couche MAC. On a bien parlé des avancées de la couche MAC, les différents types de trames, c'est très important, il faut les mettre en tête si on veut bien faire du diagnostic de sécurité. Le dimensionnement des réseaux WLAN, il faut bien connaître la couche liaison de données. On a parlé des modes Independent Basic Service 7 et le mode infrastructure et comment ils font traiter en fonction des couches liaison de données, couches physiques, comment ils font le traitement, liaison entre routeur, Ethernet et un système de 802.11. Donc je vous remercie pour votre attention. Rendez-vous dans la partie 6, on va traiter de façon globale et bien concentrée les mécanismes de sécurité dont les normes WLAN, donc 802.11. Je vous remercie.